Ça va péter. Ça va être le plus long tunnel ferroviaire du monde, donc c'est forcément aussi un très grand projet à l'échelle mondiale. L'Italie est de ce côté, la France est de ce côté. Là, on arrive devant la cabine du tunnelier. Pour résumer, c'est une immense perceuse de 180 mètres de long. Ici, dans la vallée de la Maurienne, il y a les pro-tunnels et les anti-tunnels. On est prêt à gaspiller de l'argent pour des choses qui sont inutiles. Et quand on prend la route, on comprend pourquoi ça ne laisse personne indifférent. Les infrastructures liées au chantier poussent comme des champignons. Et les camions qui transportent les matières premières font des allers-retours incessants. Pour justifier le carbone dépensé pendant les travaux, il faudrait 200 trains par jour pendant 25 ans. C'est de la folie douce. Les institutions sont défavorables, les populations locales sont défavorables. Donc à un moment, il faut dire stop. Hello pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow, je vais me plonger dans les coulisses d'une infrastructure hors norme et très contestée. Sur cette nouvelle ligne ferroviaire, on accueillera des voyageurs, mais aussi, enfin, des trains de marchandises. Aujourd'hui, on va visiter le chantier, voir comment il perce sous la montagne et aussi rencontrer les opposants. Là, on s'équipe, c'est obligatoire pour rentrer à l'intérieur. Je commence à avoir l'habitude. Un petit peu, ouais. Je travaille donc pour la société TELT. TELT, c'est le promoteur public qui est en charge de construire et d'exploiter l'ouvrage. Et moi, je suis directeur construction France, c'est-à-dire que je chapeaute en fait la réalisation de l'ouvrage avec toutes les entreprises. Donc on est sur la plateforme de Saint-Martin-la-Porte, donc juste le long de l'autoroute de Maurienne. Et puis là, on va rentrer en fait dans le souterrain et on va prendre une de ces descendries. C'est quoi une descendrie? Une descendrie, c'est finalement un tunnel qui descend. Et donc aujourd'hui, en fait, ces descendries, elles sont utilisées pour faire les travaux. Et là, on s'arrête en fait récupérer des transpondeurs. On va rentrer dans un réseau de galeries qui est compliqué. Et s'il y a un incident, il faut toujours que les services de secours ou les opérateurs puissent savoir où on se trouve. Tac. C'est quoi les risques en fait? Dans les travaux souterrains, on n'a pas beaucoup de place en fait, tout est exigu, donc tous les cheminements en fait sont très compliqués. Et puis un risque qui est craint et qui est maîtrisé aussi, c'est notamment l'incendie et les fumées. J'ai vu qu'il y avait eu des accidents mortels, il y en a eu 3 notamment depuis le début du chantier. Ça s'est passé comment? C'était dans quelles circonstances? Alors on déplore effectivement malheureusement plusieurs décès sur le chantier, alors plus ou moins liés à l'activité même de travaux souterrains. Si par exemple sur la plateforme de Saint-Martin-la-Porte, c'était dans le cadre de travaux en surface. Voilà, donc là on rentre dans la descente. Alors pour comprendre ce projet pharaonique, il faut remonter dans les années 90. En 1994, une première structure est créée, Alpes Tunnel, pour mener à bien les études préliminaires. Mais c'est un drame qui va tout accélérer. En 1999, l'incendie du tunnel du Mont Blanc tue 39 personnes et remet brutalement en question la dépendance au transport routier en montagne. La température y est de 500 degrés, la fumée si épaisse qu'il est impossible de voir quoi que ce soit. Tous les secours restent ce soir mobilisés. Il est clair que nous devons opérer un transfert de la route vers le rail. En 2001, un accord est trouvé entre la France et l'Italie. Les 2 ministres des Transports français et italiens ont signé dans la bonne humeur l'accord historique entre les 2 pays, sous les applaudissements des chefs d'État et de gouvernement. Le premier chantier pharaonique du siècle va voir le jour. Et en 2012, les conditions de construction sont fixées. 3 ans plus tard, la société TELT est créée, détenue à parts égales par la France et l'Italie. Elle est chargée des travaux. Là on est dans le tunnel de base, là où passeront les trains plus tard. Le volume, c'est impressionnant. Ici on a 20 mètres sous plafond, on a une cavité qui fait à peu près 20 mètres par 20 mètres. Et là on est dans une zone un peu particulière, ce qu'on appelle la caverne technique. Là a été utilisé notamment pour monter les tunneliers. Les tunneliers, c'est ces grandes machines industrielles qui permettent de creuser très très vite une partie de l'ouvrage. Elles ont la taille, une fois qu'elles sont construites, de l'excavation. Le diamètre excavé, c'est à peu près 10 mètres 40. Il y a combien de mètres au-dessus de notre tête là?
Alors là, on doit avoir, je pense, un peu plus de 700 mètres de couverture à peu près. À l'endroit en fait où on aura le maximum de couverture, sous le massif d'Ambin, et on va avoir jusqu'à 2200 mètres de couverture. À ces profondeurs-là, en fait, on a des phénomènes géologiques très particuliers en fait qui peuvent se produire. C'est pour ça que c'était très important d'aller faire des travaux de reconnaissance lourds dans le passé qui ont été faits dans les années 2000 justement. On a 2 tubes de 57 km, on a tous les 333 mètres un rameau de sécurité et on a des salles techniques, donc c'est presque une gare souterraine. Le projet Lyon-Turin, c'est 270 km de ligne totale, mais il faut distinguer 3 sections avec des états d'avancement très différents. Première partie, la section française, environ 160 km entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Elle est aujourd'hui en phase d'étude. Deuxième partie, la section transfrontalière, c'est là que ça se passe en ce moment, le tunnel de base de 57,5 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Sousse en Italie. Et enfin, troisième partie, la section italienne, de Sousse à Turin. Elle est également en phase d'étude côté RFI, le gestionnaire des rails italiens. Pour le moment, seuls les travaux de la deuxième partie ont débuté. Donc ici, on est dans un tronçon où on utilise notamment l'explosif pour réaliser les excavations. Ah, ça sent la dynamite, ça. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle une émulsion pompable. Le mélange chimique, il est explosif que quand les deux produits sont mélangés. Et c'est toujours dangereux de transporter des explosifs. Donc on n'aime pas ça en fait. Et on les mélange vraiment au moment où on les met dans le trou. Et c'est là que ça devient explosif. Donc non, c'est plus réellement des dynamites. C'est de valide pour contrôler la qualité de l'air. Et comme en fait on vient de finir la séquence d'explosion, c'est pour ça que du coup le ventilateur s'est mis en marche pour renouveler en fait l'air. Là on est vraiment au cœur de la montagne et c'est là que le tunnel s'arrête aujourd'hui. Là, on va pouvoir monter à l'intérieur de la machine avec le conducteur. On voit les têtes qui permettent de forer la roche. Ça n'a rien à voir avec le tunnelier qu'on va voir, hein, où c'est vraiment la machine qui fore l'intégralité du tunnel. Là, c'est globalement plus comme des petites perceuses qui vont permettre de forer la roche à différents endroits. Et à l'intérieur de ces trous, ils vont placer les explosifs pour pouvoir avancer chaque jour. C'est ce qu'ils appellent la méthode conventionnelle. Par contre, c'est beaucoup plus lent en fait que le tunnelier. Et là, on peut voir vraiment les différents points justement où ils comptent forer. Ça va péter. Pour ses défenseurs, le projet répond à l'urgence climatique en transférant massivement le transport de marchandises de la route vers le rail. Comme un train peut transporter l'équivalent d'environ 50 camions, la ligne Lyon-Turin permettrait selon la SNCF de retirer près d'1 million de poids lourds par an des routes alpines, avec une baisse estimée jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an. C'est environ 500 000 allers-retours Paris-New York pour une personne. Cette ligne devrait également permettre de transporter 5 millions de voyageurs par an. Les opposants de leur côté estiment que ce projet va avoir un impact environnemental important et surtout inutile. En fait, entre la France et l'Italie, il existe déjà un tunnel ferroviaire et pour eux, ça serait plus rapide et moins coûteux de le rénover. Alors là, on est à Détrier, au bord de la Breda, entre l'Isère et la Savoie, et on va rencontrer des paysans qui sont menacés d'expropriation parce qu'ils se trouvent sur le tracé en fait, du Lyon-Turin 2. Florian, Anthony. enchanté. Ouais, enchanté. Salut Étienne. Salut. Sébastien. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Vous? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et toi, du coup, tu es aussi agriculteur? Ouais. Ok. Moi, je suis paysagiste sur le secteur d'Alvar. Du coup, tu fais partie du collectif Belledonne Savoie, c'est ça? Ouais, exactement. On est plusieurs collectifs qui se mettent contre le Lyon-Turin. Le but, c'est de se fédérer tous et d'informer nos populations locales, mais aussi d'un autre côté, d'informer la population française et italienne.
Cette zone, elle va être concernée par la deuxième partie du tronçon. Et en fait, cette seconde partie va relier Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, donc le tunnel de base. Ça va faire 56 ouvrages d'art, 6 viaducs, 9 tunnels. Là, tu vas être sur un tunnel qui va faire 19,7 km à peu près, qui va traverser la chaîne de Beldon. On va ensuite traverser la Chartreuse sur 24 km et il y a d'autres tunnels un peu moins conséquents. C'est des travaux qui vont être très lourds, très onéreux. Ils estiment un coût à 12 milliards. Cette seconde partie du tunnel, vu qu'elle est française, elle va être entièrement financée par l'État français. Par rapport à la partie du grand tunnel de base qui, elle, est financée en collaboration avec Europe, Italie et France. Et qu'est-ce qui va se passer du coup pour Donatien et Anthony là, qui sont avec nous aujourd'hui? Donatien et Anthony, c'est vraiment pas un cas à part, hein. C'est le cas de plein d'agriculteurs et plein de personnes qui travaillent sur le lieu. Il va y avoir des expropriations autorisées par des DUP, en fait, des déclarations d'utilité publique. Mais voilà, une terre comme celle-ci, elle fait 7000 m². Ils annoncent à environ 1500 hectares. Donc l'ordre d'idée, c'est qu'il y a 2000 zones comme ça qui peuvent être amenées à disparaître. Ça fait 6 ans qu'on leur demande qu'est-ce qui va se passer ici, et 6 ans qu'ils nous disent « Oh, vous inquiétez pas, vous serez au courant bien assez tôt ». Il n'y a pas de communication en face, du coup, les infos, on les a parce qu'on entend qu'il y a des réunions qui se font, et du coup, on arrive à choper quelques infos au compte-gouttes, mais... En gros, si je comprends bien, vous savez que vous êtes sur le tracé, vous êtes potentiellement menacé d'expulsion, mais vous n'avez pas d'informations officielles. C'est ça, exactement. Encore une fois, c'est des impacts là qui sont très locaux, et nous, ce qu'on dénonce, c'est pas juste la disparition d'une petite pépinière ou autre. Ce qu'on dénonce, c'est l'inutilité du projet, c'est qu'il y a déjà une ligne qui existe, que toutes leurs projections sont fausses. Ça a été fait il y a plus d'une vingtaine d'années, et ils avaient projeté la saturation de la ligne existante à l'horizon 2020, qu'on aurait plus de 15 millions de tonnes de transfert de marchandises. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de marchandises sur cette ligne-là. On ne l'utilise pas et du coup, on nous dit qu'il y a besoin du Lyon-Turin. Mais en fait, si on utilisait la ligne existante comme ils avaient projeté eux-mêmes dans leur déclaration d'utilité publique, eh bien, on se rend compte qu'il y a 2/3 des poids lourds qui seraient transférés dès aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est le message principal de la lutte. Ne pas faire de choses inutiles. Dans le contexte actuel, on peut plus se le permettre. C'était un monde d'il y a 30 ans. Où on pensait à la croissance infinie, qu'il n'y avait pas de limite de ressources, rien. En fait, tout ça, ça n'a pas évolué du tout comme ils avaient imaginé. Toutes les entreprises ont été délocalisées, il n'y a plus du tout le transfert de marchandises qu'ils avaient imaginé. Et donc nous, on dit maintenant, faisons avec ce qu'on a, utilisons l'existant, et tout ira bien, quoi. Selon les données de la SNCF et des rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale, cette ligne transporte aujourd'hui environ 3 millions de tonnes de marchandises par an, pour une capacité estimée autour de 20 millions de tonnes par an. Autrement dit, la ligne est aujourd'hui utilisée à environ 15 à 20% de sa capacité théorique. Mais pour les défenseurs du projet, cette sous-utilisation est surtout due au fait que le réseau déjà existant est vieux et inadapté pour le transport de marchandises modernes. Des restrictions limitent notamment le nombre de trains par jour pour des raisons de sécurité. Sur ce schéma, on voit le tunnel existant qui passe sur le haut de la montagne, inauguré en 1870, et le nouveau actuellement en cours de construction. Sur ce rapport de la SNCF, on peut lire: la ligne historique de montagne, toujours en service pour franchir les Alpes, ne permet pas de développer le fret ferroviaire dans des conditions satisfaisantes. Pour atteindre le tunnel de fait existant, les convois doivent affronter de fortes pentes incompatibles avec une logique performante. Il faut 2 à 3 locomotives pour tracter des trains courts, lourds à manœuvrer et finalement peu chargés. Avec de telles contraintes énergétiques, les surcoûts atteignent jusqu'à 40%, rendant le rail trop peu compétitif face à la route. Entre 2003 et 2013, ils ont mis 1 milliard d'euros, l'État français, pour rénover la ligne existante. Cette ligne existante, maintenant, elle permet de passer des TGV. Elle est aux normes GB1, donc gabarit B1, quoi. C'est une norme européenne. Je vous explique qu'il en faut quand même une deuxième et qu'il faut quand même faire sortir tous ces acteurs locaux de leur territoire. Cette question-là, elle est plus sur des chiffres, elle est sur une philosophie, elle est sur une volonté de croissance. C'est compliqué d'arrêter quelque chose qui a été mis en place, on y croit et au bout d'un moment on est persuadé du bienfait de cette fonction. Il faut bien imaginer que là c'est pas 5-8 ans de chantier, que c'est 30, 40, 50 ans. Donc il y a des entreprises qui elles pendant 30, 40, 50 ans vont avoir du travail pour leurs ouvriers, pour leurs caisses, etc. Mais pour nous c'est pas un argument d'utilité publique parce que le public lui il a besoin de TER en bon état, de TGV rapide et de moins de camions, moins d'émissions, mais sur toutes les routes de France en fait, pas que ici. Tous ces sous qui vont être mis ici ne seront pas mis ailleurs. C'est-à-dire que la personne à Brest, la personne à Marseille, en Alsace, etc.,
elle va financer ce trajet, elle va pas non plus avoir moins d'émissions de CO2 chez elle, par contre elle va avoir un réseau qui va être que vieillissant, et on le voit bien dans notre réseau de train, il fait plutôt que vieillir au profit de méga infrastructures. Et en fait, ce qui nous fait tous vivre, c'est de prendre le TER pour aller au travail, c'est de prendre un TGV pas trop cher pour aller en famille, c'est de mettre de la marchandise sur des trains de manière efficace et rapide, et non pas un méga projet pour des projections qui sont des années 90, quoi. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un gâchis d'avoir fait ça pour rien et de ne pas amener le tunnel au bout alors qu'une bonne partie, enfin en tout cas beaucoup d'argent a été dépensé? Il faut bien avoir en tête, là, la partie dont on parle, c'est la partie en Maurienne, hein, frontalière avec l'Italie. 57 km de tunnel, ils annoncent, eux, qu'ils sont à 25% du creusement. Donc que cette partie-là, hein. Des fois, il vaut mieux savoir arrêter, il vaut mieux savoir être conscient de ses erreurs, et ça arrive. C'est le moment de réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on a réellement besoin en France, qu'est-ce qu'on a réellement besoin en Italie. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de continuer à insuffler ces sous. D'autant que c'est pas que de l'argent, c'est aussi des impacts qui sont énormes là-bas. Villars-Rodin-Bourget, Source-Tary, 3 semaines après travaux, ou enfin c'est cet ordre de grandeur-là. C'est pas 4 ans après des travaux qu'il y a des impacts, c'est immédiatement. On creuse, on troue des nappes et on se retrouve à devoir boire de l'eau en bouteille alors qu'on habite en montagne. Selon un rapport hydrogéologique compilé par l'association Vivre et Agir en Maurienne, 10 sources de Villars-Rodin-en-Bourget ont subi, après le début des travaux, une diminution importante de leur débit, voire même un assèchement complet pour certaines. Selon les principes établis par le BRGM, référence publique en hydrogéologie en France, le creusement des galeries en milieu montagneux peut modifier les circulations d'eau souterraine et entraîner des baisses de débit ou des tarissements localisés, sans qu'il soit toujours possible d'en identifier précisément l'origine. C'est les sources qui sont sous la montagne, parce que là, c'est pas de l'eau qui vient du chantier. Alors pour partie, en fait, on peut avoir des sointements, mais quand le tunnel sera complètement réalisé, on va avoir un dispositif d'étanchéité en extra d'eau, plus un revêtement qui va permettre d'avoir une structure. Et l'eau qui va cheminer derrière, on va la canaliser. L'eau, c'est une critique qui revient régulièrement en disant que ça va avoir une consommation pour le chantier assez colossale, plus l'impact sur les sources, etc. J'ai vu que notamment, il y avait un volet, en fait, où vous prévoyez d'envoyer des citernes dans certains villages en Italie qui pourraient manquer d'eau. Comment vous gérez justement cet impact sur les populations locales et les villages autour? Alors l'eau, c'est un enjeu très important. Il y a une inquiétude en fait qui est liée à ça, et on a tout un tas de dispositifs justement pour assurer et pour savoir ce qui se passe et contrôler ce qui se passe. En surface par exemple, sur l'ensemble du territoire qui va être impacté par le projet, on a à peu près 200 points qu'on va contrôler tous les mois pour vérifier que l'hydrogéologie du massif, elle n'est pas perturbée. Et ça, on le fait depuis 20 ans. On a un arrêté qui nous autorise à réaliser les travaux au titre de la loi sur l'eau et qui nous impose aussi beaucoup de choses. Et ce que vous évoquiez notamment, de dire on a des citernes qui sont prévues, c'est justement cet arrêté qui nous impose de prévoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on a fait mal quelque chose, c'est juste une forme de responsabilité en fait qui nous est imposée aussi par ces textes-là. L'eau qui vient du massif, on va venir la collecter en fait et la traiter dans la station de traitement des eaux qui est en surface. L'eau qui arrive ici, en fait, elle est redirigée pour être traitée et réutilisée pour le chantier. C'est ça. Si on n'a plus besoin entre guillemets l'utiliser ou qu'on en a trop, le surplus il est redéversé dans l'arc. Une fois qu'on est sûr que la qualité de l'eau elle est correcte, que le pH est correct, etc. et que c'est compatible avec le milieu environnant. Selon l'étude critique commandée par les opposants, le projet aurait un impact écologique élevé. Le creusement des tunnels pourrait drainer 60 à 125 millions de mètres cubes d'eau par an, soit la consommation d'environ 1 million de personnes. Et les émissions de gaz à effet de serre dues au chantier ne seraient compensées qu'après 25 à 50 ans. Donc ça c'est un dumper en fait qui va évacuer en fait les matériaux. Alors ici on est dans le tube nord avec l'Italie est de ce côté, la France est de ce côté, et comme les trains roulent à gauche, c'est les trains qui roulent en direction de l'Italie. C'est un des points qui fait le plus débat, notamment quand on écoute les opposants au projet, etc. C'est l'utilité du projet par rapport à la demande ferroviaire. Il y a certaines études qui disent qu'aujourd'hui, le tunnel du Mont-Cenis, donc le tunnel déjà existant, n'est utilisé qu'à 15 à 20% pour sa capacité de fret. Alors ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir accéder au tunnel historique, il faut gravir la montagne en fait. Donc il y a beaucoup de contraintes en fait, qui sont liées à cette utilisation-là.
Il faut utiliser plus de locomotives que ce qu'on utiliserait sur une voie classique. On a des vitesses qui sont moins élevées. Aujourd'hui, si on a 6 trains par jour qui passent dans le tunnel historique, le tunnel de base, c'est plus de 20 trains par jour en fait, qui pourront y passer. Mais aujourd'hui, on voit par exemple le nombre de camions entre la France et l'Italie est plutôt en diminution sur les 20 dernières années. C'est un projet qui est aussi beaucoup poussé par l'Europe, parce qu'il y a 3 acteurs en fait dans ce projet. Il y a la France, il y a l'Italie et il y a l'Europe évidemment. C'est un des premiers financements européens sur des grands projets d'infrastructure. Donc c'est un projet qui est très poussé également par l'Europe. Mais ça ne répond pas du coup à la question sur l'usage réel et la capacité peut-être surévaluée par rapport à la demande. Alors ça, c'est les études socio-économiques en fait qui le disent, et ces études socio-économiques ont conclu à un moment donné à l'utilité du projet en fait. Donc après, moi je suis moins à l'aise en fait sur ces chiffres-là. Ce que je peux dire, c'est quelle sera la capacité de l'infrastructure quand elle sera en service. Dans son rapport de 2026, le COI constate que même si les études socio-économiques ont été surévaluées, le projet Lyon-Turin est désormais largement engagé. Il convient donc de le mener à son terme en maîtrisant ses coûts et ses délais. Mais au sein des contributeurs de ce rapport, cette solution n'était pas partagée par tous. Le Conseil d'orientation des infrastructures n'est resté divisé que sur 3 grands projets sur 18. Le canal Seine-Nord-Europe, la ligne nouvelle du Sud-Ouest et les accès neufs du tunnel international Lyon-Turin. Ce rapport, qui analyse 18 grands projets de transport en France, alerte sur la difficulté de tous les financer. Il conclut que la priorité absolue est à la régénération et à la modernisation des réseaux existants, et alerte sur le risque d'éviction des investissements essentiels au profit de nouvelles infrastructures. Il appelle à une programmation pluriannuelle robuste, cohérente avec la planification écologique et soutenable pour les finances publiques. On est en face du portail ouest, c'est-à-dire l'entrée du tunnel qui irait jusqu'en Italie. Là, on est au cœur des travaux. Devant nous, on a la voie existante, là, Paris-Rome. Et là-bas en face, il devrait y avoir le fameux tunnel de base de 57 km jusqu'en Italie. Moi, je suis quasiment né là. Donc j'ai attaqué à 16 ans à la Syrie avec mon père. Et donc, c'est 40 et quelques années de ma vie qui sont là, quoi. Après, ma Syrie, elle était de ce côté des rails. Ils ont carrément détruit toute entièrement la zone artisanale. Et puis, il y avait un lotissement, là, juste là de l'autre côté. Au total, c'est 30 maisons qui ont été démolies sur Villars-Gondran. À chaque fois, on vient leur faire une proposition de rachat pour leur maison. C'est des ventes à l'amiable. Nous, on est la seule qui n'avions pas accepté ce projet. Donc, nous, on a été au pénal et donc on a été expropriés. Et qu'est-ce que ça vous a fait au moment où c'est devenu concret, quand vous avez dû rendre les clés on travaillait encore en quelque sorte à enlever les machines dans un bâtiment qu'ils étaient en train de démolir notre maison. Donc c'est clair que le jour où j'ai donné mes clés, j'ai pleuré sur l'épaule de ma femme. Donc ça, c'est un truc... Pourquoi vous avez voulu continuer le combat alors que votre Syrie est déjà perdue? Pourquoi c'était important pour vous de rester souvent, les gens disent, Max, tu es opposant au Lyon-Turin parce que tu veux prendre ta vengeance. Et c'est même pas ça. Moi, j'ai pris mon parti de l'expropriation, mais c'est en tant que contribuable, tout simplement, parce que pour moi, c'est un vaste gaspillage d'argent public. C'est un truc qui n'a aucune utilité publique. C'est un chantier, à l'heure actuelle, ça rapporte de l'argent au lobby du BTP, mais on sait que si demain, ils arrivent à construire ce truc, l'exploitation, ça sera une catastrophe. C'est une faillite annoncée, on le sait déjà. Un exemple, c'est le Perpignan-Figueras. Les arguments, c'était les mêmes qu'ici. On va prendre les camions qu'il y a sur l'autoroute et puis on va les mettre sur le rail. Perpignan-Figueras, ils ont fait leur tunnel et 2 ans après l'exploitation, ils ont déposé le bilan. Ils ont fait 700 millions d'euros de dette en 2 ans. Et donc, s'ils ne sont pas arrivés là-bas qu'il y a 10 000 camions par jour, comment ici, où il y en a 3 300, on y arriverait ? Donc là, on arrive sur le tunnelier. On est directement sur la machine. Ah, là, c'est la machine? Là, c'est la machine. C'est l'arrière de la machine. Donc combien de mètres de long, le tunnelier? C'est exactement 180 mètres. 180 mètres de long? Ah, c'est impressionnant. Combien de temps ça va faire gagner, par exemple, pour un passager qui fait un Paris-Milan? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que l'infrastructure qu'on va réaliser, elle va permettre de faire passer des trains de voyageurs à 220 km/h. Et en termes de temps, on a une idée, parce que j'ai vu
plein de chiffres différents. Moi personnellement, je pourrais pas vous dire exactement les temps parce que j'ai pas révisé tous ces sujets-là. Alors du coup, on a regardé. Dans le dossier d'enquête publique de 2006, le porteur de projet assurait qu'après les travaux, Milan ne sera plus qu'à un peu plus de 4 heures de Paris contre près de 7 heures actuellement. Depuis, l'entreprise communique plutôt sur un trajet autour de 4h30. De leur côté, les opposants assurent que le temps annoncé correspond à un train direct sans arrêt, tandis que le temps de référence actuel de près de 7 heures est celui d'un train commercial effectuant plusieurs arrêts. En reprenant les mêmes hypothèses de circulation, ils estiment qu'il serait déjà possible de relier Paris à Milan en environ 5h30 avec les infrastructures actuelles, ce qui réduirait le gain apporté par la nouvelle ligne à environ 1 heure. Donc ici, on rentre dans la cabine de pilotage du tunnelier. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on va piloter cette machine qui fait à peu près 2300 tonnes. Et c'est à partir de là qu'on va actionner tous les vérins pour creuser en fait le tunnel. C'est comme une grosse perceuse qui vient avec la tête tournée et en même temps appuyée pour pouvoir fracasser le terrain en petits blocs qui rentrent dans les ouvertures de la roue de coupe et qui ressortent par le convoyeur. Ça avance de combien de mètres par jour à peu près? Si c'est du bon terrain, qu'on n'a aucun problème, que la logistique se passe bien, on pourrait aller en moyenne à environ 18 mètres par jour. Après, il peut y avoir des problèmes, la géologie du terrain qui peut être un peu mauvaise et ça occasionne plus de problèmes de logistique sur les convoyeurs, des bourrages. L'idéal, quelque part, c'est un terrain très dur parce que ce type de tunnelier, là, il est conçu pour creuser dans un terrain très dur. La difficulté, elle peut venir d'une zone un peu déstructurée et du coup de faire un peu quelque part comme un moulin à poivre, si vous voulez. Et ça peut compliquer en fait l'excavation. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu du retard sur le chantier par rapport aux estimations qui avaient été faites au tout début, parce qu'on avait une mauvaise connaissance de ces différentes typologies de roches. Alors le projet Lyon-Turin, c'est très long en fait, ces études des années 90, il y a des chemins politiques aussi sur le sujet, donc c'est difficile de répondre à cette question, mais ce qui est sûr en fait, c'est qu'aujourd'hui on a acquis un niveau de connaissance qui est très important, et c'est parce qu'on a fait en fait toutes ces études-là qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup plus serein en fait sur le planning de réalisation, les cadences d'avancement, etc. Et là, du coup, c'est tous les gravats en fait qui sont en train d'être retirés, qui vont vers l'arrière du coup de la machine. Donc là, on est vraiment au cœur de la machine. C'est ces vérins en fait qui vont servir à avancer. En fait, il va progresser en s'appuyant sur le revêtement qui vient de pousser. Ça vaut plus de 30 millions d'euros une machine comme ça. 30 millions d'euros juste la machine. Juste la machine. Okay. Sans compter toute la logistique, sans compter tout ce qu'il y a à l'extérieur pour faire fonctionner. Donc exactement, il y aura 8 tunneliers pour creuser l'ensemble. On a plus d'une dizaine de fronts. Ce qu'on appelle un front, c'est un endroit où on va avancer le creusement. C'est pas juste une machine qui arrive pour percer la montagne d'une traite qui part de la France, qui arrive en Italie. Ça mettrait un petit peu plus de temps, on pourrait le faire, hein, mais ça mettrait un petit peu plus de temps. Parce que l'objectif, c'est aussi de le mettre en service le plus vite possible. C'est pour ça que les ouvriers et les compagnons travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À l'extérieur et à l'air libre, c'est différent, puisqu'on veut préserver aussi les riverains à l'extérieur. Mais en souterrain, le chantier ne s'arrête jamais. C'est le plan justement avec les roues, etc. Avec les vérins en fait. On voit en fait tous les couples de vérins. Et ici on voit bien en fait la ventouse. Les voussoirs en fait ils vont être positionnés par cette ventouse là en fait. À terme, en fait, ce tunnel de 57,5 km sera composé de 2 tubes parallèles, chacun pour un sens de circulation. Ça en fera le plus grand tunnel ferroviaire du monde, devant le tunnel du Gotthard en Suisse et le tunnel de Brenner entre l'Italie et l'Autriche. Au total, sur ce chantier, il y a environ 3000 personnes mobilisées et 11 chantiers opérationnels différents. Donc tout ça, c'est ce qui a été excavé. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est du stockage provisoire. Okay. On stocke dans les galeries qui sont déjà réalisées. On fait les shadocks en fait. L'idée, c'est de réutiliser les matériaux là comme matériaux de construction, notamment pour faire les revêtements définitifs. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé avec des installations, des bandes transporteuses et ce qu'on appelle une station de traitement des matériaux. Et il n'y a pas de problématique de métaux lourds, arsenic, cadmium, etc., comme ça peut être le cas parfois en montagne? Non, les zones qui seraient identifiées comme ça, ce qui n'est pas le cas, hein, parce chaque fois qu'il y a un front qui est excavé, il y a une analyse géologique, il y a une confrontation et on ne retrouve pas ce genre de truc, c'est extrêmement rare en tout cas.
Par contre, il y a aussi des contrôles qui sont faits a posteriori. Donc à la fois on sait ce qu'il y a, mais on contrôle pour être sûr que ce qu'on trouve est bien ce qui était prévu de trouver. Ok. Au total, les volumes extraits de la montagne sont estimés à environ 10 millions de mètres cubes. Ces matériaux doivent ensuite être soit stockés, soit traités sur une vingtaine de sites. Pour donner un ordre d'idée, la quantité de déblais du tunnel Lyon-Turin correspondra à environ 4 fois le volume de la pyramide de Khéops. Dans cet article du Monde, Gilles Ménard, géologue qui a travaillé 15 ans au CNRS sur les mesures géophysiques préalables au projet de tunnel, déclarait ceci. Des milliers de tonnes de déblais surchargent le terrain. Ce n'est pas anodin sur un régime tectonique en extension. Percer la montagne, toucher des nappes d'eau, des glaciers souterrains, c'est un risque de modification des conditions de formation naturelles. Les matériaux d'excavation, ils sont entreposés ici. Voilà ce que ça représente, 2 millions de mètres cubes. Là, on voit 2 bandes transporteuses. Il y en a une qui doit amener des matériaux et l'autre, elle a la possibilité de les renvoyer dans l'autre sens. Là, donc, c'est des tapis roulants, des convoyeurs. Donc, pour éviter qu'il y ait des camions sur la route, ils ont privilégié les bandes transporteuses. Et si tu veux encore filmer sur la droite, là-bas, il y a l'usine d'Ilaz. Donc, c'est la station de traitement de matériaux excavés. Et ben, cette usine ne fonctionne pas, c'est une vitrine. Sa vocation, c'est de traiter les matériaux excavés derrière le tunnelier. Mais comme on ne peut pas faire du béton avec les matériaux, eh bien, on va les chercher ailleurs. Donc, les matériaux, ils viennent de Chambéry. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand ils ont inauguré l'usine, ils ont dit que c'est une usine vertueuse qui contribue à éliminer 700 000 poids lourds de la route. Et donc, on sait qu'il y a 700 000 poids lourds sur la route en ce moment. Voilà. Sur la partie Saint-Jean-Saint-Martin-la-Porte, c'est un chantier sur toute la longueur. Sur 10 km de chantier, il impacte toute la vallée. Donc, à part l'endroit où il y a les routes qui passent d'un côté à l'autre, tout est grillagé. Donc, les chevreuils, les animaux sauvages, ils ne peuvent plus passer d'un versant à l'autre. Et Telt, en ce moment, il est en train d'indemniser les chasseurs. Ça ne fera pas revenir les animaux sauvages, mais ça rapportera 2-3 sous. Le long de ce grand mur, là, sur la droite, c'est là qu'il y avait ma maison. Puis ici, il y avait des entreprises, des bâtiments, ça a tout été démoli. Là, on arrive dans une ferme qui surplombe la descendrie de Saint-Martin-la-Porte. Et donc, en ce moment, il y a un tunnelier qui essaye de creuser la montagne, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Donc, en ce moment, il est même à l'arrêt. Florian, enchanté. Voilà Odile, habitante de Saint-Martin-la-Porte. Donc vous avez la carrière qui va réouvrir, c'est la carrière de calcaire. Ça, c'est la carrière de calcaire. Pour faire les granulats donc pour le béton. Et qui va alimenter du coup le... Ah bien sûr, ouais. Parce qu'ils ont demandé justement la réouverture de la carrière pour d'abord servir les gros chantiers à proximité. Et pourquoi vous êtes engagé ? On s'est engagé parce qu'en 2017, Vicat a déposé un dossier de réouverture de la carrière. Vicat, c'est un cimentier. Voilà. Et donc à la suite, on a eu un nouvel arrêté qui permet donc à Telt de déposer les TN+, et les 4+, et tout ce qui sort du tunnel. Alors il y a de l'arsenic, il y a du cadmium, il y a du chrome, des matériaux polluants. Quand il va pleuvoir, vous avez toute l'eau qui va couler le long de la falaise. Tout le flux sera pollué, mais ça... Alors, attention, c'est Vicat qui va vérifier quand même qu'il n'y ait pas trop de rejets fluorés dans l'arc. Disons que c'est le pollueur qui vérifie. Et quand le vent du sud s'engouffre, il ramène tout ce qui est en bas dans le village. Donc là, ce sera toutes les poussières polluées déposées là, sorties du tunnel. Est-ce qu'il y a des études qui montrent justement les taux de cadmium, d'arsenic, de métaux lourds en fait à l'intérieur de ces granulats ? Justement, il y a des taux à ne pas dépasser, sauf que là, tout est autorisé en plus, parfois jusqu'à 40 fois le taux autorisé. C'est des dérogations au niveau du préfet. Voilà, c'est la préfecture qui a décidé. De toute façon, il y a 2 lois en France. Il y en a une pour le Lyon-Turin et puis il y en a une pour le commun des mortels. Moi, je dis que c'est le seigneur de la vallée qui décide de tout en ce moment. Moi, je suis inquiète et la population est vraiment inquiète pour sa santé, franchement. Il n'y a aucune étude pour l'instant de santé publique. On n'a pas de recul en fait par rapport à ça. Il n'y a pas de recul parce qu'on a essayé de mettre ça en place au niveau du collectif, mais en fait, c'est très très compliqué. En janvier 2025, un arrêté préfectoral a autorisé le cimentier à recevoir et à stocker des matériaux issus du chantier Telt.
notamment des déblais d'excavation jusqu'à 100 000 m3 par an classés comme des déchets inertes. Mais quand on compare l'arrêté préfectoral de 2022 à celui de 2025, on voit que les valeurs limites à respecter de plusieurs matières sèches a été largement augmentée. On peut voir par exemple que la limite pour l'arsenic a été multipliée par 5, le cadmium par 20, le chrome par 40 et le mercure par 3. Ces substances, si elles passent dans l'eau potable, peuvent accroître les risques de cancer, de maladies respiratoires ou encore de troubles sur la reproduction ou le développement du fœtus. Alors pour les opposants au projet, le problème majeur, ça reste des coûts qui ne sont absolument pas maîtrisés selon eux. La Cour des comptes a pointé une forte hausse des coûts. Au début des années 2000, le projet Lyon-Turin a été estimé à environ 12 milliards d'euros contre 26 milliards en 2012. Soit plus du double. Aujourd'hui, c'est toujours ce montant qui est communiqué par les organismes d'État, mais le coût final réel reste difficile à établir. Précisément parce que certaines parties du projet ne sont toujours pas définies, voire même financées. Comment on explique l'augmentation des coûts entre le projet initial et la réalisation? Je pense pas qu'on puisse dire qu'il a été largement augmenté. C'est le projet qui a été du coup actualisé avec des appels d'offres attribués, avec des montants réels qui sont des montants contractualisés, avec tous les moyens en fait logistiques qui sont là. Donc que des coûts évoluent, c'est normal en fait. Quand on est entre une estimation et un projet exécuté, et aujourd'hui le chantier avance bien et les coûts quelque part aujourd'hui ils sont fiables et maîtrisés en fait. C'est vraiment des contrats en fait qui existent. Les estimations là sont quand même vachement dépassées. Le rapport de la Cour des comptes parle de dérapage budgétaire. Faut sans doute regarder précisément les éléments de contexte quand on utilise des mots aussi forts que dérapage budgétaire, mais sur cette section transfrontalière, le coût, on l'a publié, on l'a annoncé, il est officiel, il a été mis à jour récemment d'ailleurs, et puis il est de 11,1 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, qui est capable de dire exactement comment se passera le tunnel? Je pense pas grand monde. Par contre, je suis certain qu'on est bien préparé pour ça, qu'on a prévu les bonnes méthodes pour le faire, et qu'on a également les bonnes entreprises avec nous pour le réussir. Et quand on a ces ingrédients-là, les coûts ne dérapent pas. Et quand on construit un grand immeuble, c'est aussi des grands ouvrages. On choisit qu'on utilise des poutres en béton, des poutres métalliques, on choisit les fondations, on choisit quelque part la résistance des matériaux qu'on utilise. Et ça reste des ouvrages très complexes et très difficiles à réaliser. Et ce qui est de très différent en fait dans les travaux souterrains, c'est que finalement on va découvrir le matériau dans lequel on construit au moment où on l'excave. Alors bien sûr on fait des études, bien sûr on anticipe beaucoup de choses, mais il y a toujours en fait cette incertitude-là. En fait, et c'est quelque part au fait ce qui fait un peu l'intérêt aussi des travaux souterrains, c'est qu'il y a toujours cette nécessité de s'adapter à ce que l'on voit, et ce que l'on voit est toujours un peu différent de ce que l'on a prévu. Et c'est aussi pour ça que c'est un domaine de passionnés en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à le faire en fait. Et on arrive encore à le faire en France. En attendant, le creusement continue de progresser sous les Alpes et bientôt 7 nouveaux tunneliers entreront en service afin d'être en mesure d'achever le chantier d'ici 2033, comme l'annonce le maître d'ouvrage. De son côté, le Conseil d'orientation des infrastructures mandaté par le gouvernement estime qu'une date de livraison en 2035 est plus réaliste. Mais dans tous les cas, cette date ne concerne que la section transfrontalière. Côté français, les accès ferroviaires nécessaires pour relier pleinement Lyon au tunnel de base ne sont pas attendus avant 2045 au plus tôt. Entre 2033 et 2045, le Lyon-Turin pourrait donc entrer en service par étapes. D'abord le tunnel, puis ses accès. Mais pour les opposants, la bataille n'est pas terminée. Si le tunnel principal est désormais largement engagé, de nouvelles échéances administratives sont attendues comme le renouvellement de la déclaration d'utilité publique en 2028 pour les accès français. Des autorisations susceptibles d'être contestées devant les tribunaux. Et côté italien, les opposants continuent d'agir, notamment en vallée de Souze à travers des recours ciblés, des manifestations et des blocages récurrents sur les zones de travaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore un grand merci à Pierre Laurent pour les images et à Lou Dumas qui m'a énormément aidé pour l'enquête. À bientôt pour de nouvelles explorations.